Il est 8h18. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin est Marc Glédel. Il est responsable de la section du syndicat étudiant uni de Rennes. Et il est avec nous ce matin pour parler d'engagement politique et aussi pour parler de la vie étudiante. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour. Bonjour Stéphane Hamon, merci pour cette invitation. Alors, je disais qu'on avait parlé d'engagement, mais j'avais envie qu'on parle de la vie étudiante. Vie étudiante qui est très chahutée à Rennes depuis quelques années. On peut le dire comme ça, le qualificatif n'est pas très fort. Qu'est-ce qui se passe finalement à Rennes entre les étudiants? Alors, je le dis pour être précis pour nos auditeurs, vous êtes plutôt engagé à droite. L'UNI, c'est un syndicat étudiant de droite. Pourquoi justement il y a ce rapport de force entre les étudiants, en tout cas des syndicats d'étudiants de droite et des syndicats d'étudiants de gauche? Déjà Rennes c'est une ville étudiante, donc par définition c'est une ville où beaucoup commencent à s'engager, donc il y a un grand engagement à Rennes, plus à gauche qu'à droite, faut le reconnaître, mais ça évolue on va dire, et la droite réussit à gagner, non, mais à faire des scores qui sont de mieux en mieux. Si je prends l'exemple du conseil d'administration de l'université de Rennes. Il y a 2 ans, on avait 2 élus. Il y a eu des élections cette année, on a réussi à avoir un 3e. Donc les victoires, elles sont possibles. Maintenant, il y a aussi une grosse minorité qui est très silencieuse, que ce soit à gauche comme à droite. Il y a une minorité qui ne s'engage pas, qui vote quand il le faut, mais qui ne s'engage pas vraiment. Et par contre, oui, il y a les gros syndicats de gauche à Rennes. Je pense à l'Union Pirate, donc c'est la branche locale de l'Union étudiante. L'Union étudiante, c'est le rassemblement de beaucoup de syndicats de gauche locaux qui se forment sous la bannière nationale Union étudiante. Et l'Union Pirate, ça représente un gros morceau à Rennes et une grosse part de l'engagement politique. Et maintenant, il y a une politisation dans les universités qui est pas énorme. Si je prends les résultats du conseil d'administration, il n'y a eu que 20% de participation au vote. Donc, il y a un gros clivage entre ceux qui s'engagent beaucoup, ceux qui s'engagent pas du tout. Et entre les deux, il n'y a pas grand-chose. Et puis après, dans ceux qui s'engagent beaucoup, il y a beaucoup à gauche et un petit peu à droite. On a de plus en plus de gens qui s'engagent, donc faut encourager ça, mais le climat à Rennes n'aide pas forcément pour s'engager. Il y a une crainte de l'engagement, justement, en raison de ce climat délétère quelque part. Les étudiants, alors peut-être plutôt à droite, hésitent à franchir le pas de peur de... Allez, je vais prendre un mot qui est peut-être fort, mais de représailles ou plus encore. Il y a déjà eu des agressions, déjà? Oui, à Rennes, le climat il n'est pas forcément favorable, en tout cas pas à la droite pour s'engager. Donc quand on est à gauche, on risque beaucoup moins à Rennes. Tout est à gauche. À gauche, vous pouvez faire n'importe quoi. Vous aurez une députée LFI qui sera derrière vous. Je prends l'exemple, vous avez parlé des agressions. Nous, on a 2 de nos militants, dont l'un qui est élu, que vous aviez reçu, Éloane Racineux. Voilà, qui doit revenir bientôt d'ailleurs parler aussi de la condition étudiante. Eh bien lui, il est élu à l'UFR de sciences de droit, de la fac de droit justement. Et avec un de ses amis, que je connais très bien aussi, ils ont été agressés devant le parvis de la faculté. Et le parvis de la faculté appartient à la fac. On nous l'a suffisamment rappelé lors de nos actions pour que on ait compris, le parvis appartient à la fac. Donc ils ont été agressés devant leur fac, alors qu'ils allaient en cours par une vingtaine d'antifas, donc qui étaient habillés tout en noir, masqués avec des parapluies, et qui à la fin de la scène se sont changés. La vidéo, elle est disponible, puisque toute la scène a été filmée par un drone. Et on attend une réelle réponse judiciaire. Et donc oui, ça forcément, ça freine à l'engagement, puisque quand on sait qu'on s'engage, mais que d'un côté, on peut se faire agresser parce qu'on représente des idées qui ne sont pas les leurs, c'est bien dommage. Et ça montre un climat de tension. Après, il y a des moments qui sont à Rennes très calmes. Il n'y a pas sans cesse une agression par jour d'un militant de droite. Non, voilà, il ne s'agit pas évidemment ce matin de pointer du doigt ou de dire voilà, l'université de Rennes est devenue un coupe-gorge, mais il y a quand même ce climat difficile. On a vu aussi ces occupations à Rennes 2 avec ces salles dévastées, ce mobilier sorti dehors. C'est assez récurrent. Est-ce que finalement voilà, on n'est pas serein finalement quand on se rend en cours et qu'il y a j'allais dire ce chamboulement de l'université? Non, là je pense qu'on n'est pas serein. Déjà on n'est pas serein pour son avenir à Rennes 2, je pense, parce que
quand vous vous levez le matin et que vous ne savez pas si votre fac elle est occupée ou pas, bon, c'est pas forcément très agréable. Donc après, Rennes 2, c'est complètement différent de Rennes 1. Parce que Rennes 1, donc c'est devenu l'université de Rennes, c'est un établissement public expérimental. Donc ça a été regroupé notamment avec l'IEP, donc Sciences Po Rennes. Et Rennes 1 a une direction plus ferme. C'est une fermeté rennaise, donc pas très ferme non plus, mais c'est une fermeté où on leur laisse pas tout passer et ils condamnent. Maintenant, ça manque encore d'action, mais c'est déjà dans une meilleure voie. Après, oui, c'est sûr qu'à Rennes 2, leur présidence, elle est derrière eux. Vincent Gouezet, qui est le président de Rennes 2, quand il a été élu, il était fier de montrer en fait une maquette d'un tag qui avait été écrit sur le bâtiment de Rennes 2. Il en a fait une maquette dans son bureau. Le tag, c'était « Vive la dictaria du prolétature ». Donc je suis pas sûr qu'il y ait une grande neutralité. Et quand il se réjouit d'un tag « Vive la commune » et qu'il a fallu plusieurs mois, voire plusieurs années pour qu'il l'efface enfin, je suis pas sûr qu'il y a une grande efficacité. Quand il y a des blocages, il fait un communiqué pour dire c'est pas bien, mais enfin, sans doute que c'est pas bien. Par définition, oui, bloquer, casser, dégrader, c'est pas bien. Mais ça va jamais plus loin. Et les gens, on sait qui bloque. Il y a des vidéos de surveillance à Rennes 2, alors elles sont souvent cassées pendant les blocages, mais on voit qui bloque. Il y a assez peu de suspense. Donc, mais il n'y a jamais de sanctions qui sont prises. Donc oui, le climat d'études à Rennes 1 est bon. À Rennes 2, il est compliqué. Justement, est-ce que cette ultra-politisation, si vous me permettez le terme un peu fort, ça a sa place dans l'université finalement? C'est la grande question aujourd'hui. C'est une grande question, effectivement. Non, mais je pense que la politique a sa place parce que l'université, c'est un lieu d'échange, de débat, de dialogue. Du coup, par définition, ce n'est pas un lieu où on se tape dessus parce qu'on ne pense pas pareil. Mais je pense que l'ultra-politisation... comme elle l'est actuellement parfois à Rennes, je suis pas sûr qu'elle ait toute sa place. Et je reprends notamment l'exemple de Rennes 2. Rennes 2, le syndicat, donc l'Union Pirate, officiellement une gauche sociale, solidaire, inclusive, tout ce qu'on connaît de la gauche, c'est une extrême gauche qui essaye de se maquiller et elle est maître à Rennes 2. Si l'Union Pirate décide quelque chose, ce sera fait, quoi qu'il arrive. Mais et puis après à gauche, à Rennes 2, c'est assez édifiant quand on a vu les dernières élections universitaires. Il y avait 3 listes, l'Union Pirate, une liste encore plus à gauche que l'Union Pirate, c'est possible, on en apprend tous les jours, avec Révolution Permanente, qui est une branche du Point Levé. Et il y a eu une liste qui aurait pu être apolitique, voire à droite, qui s'appelait une liste contre les blocages, puisque l'UNI dépose souvent des listes qui s'appellent contre les blocages. Et donc la gauche souvent prévoit ça en déposant avant nous une liste qui s'appelle comme ça. Nous, on n'avait pas prévu de déposer à Rennes 2. Donc, ils ont fait une liste pour rien. Et en fait, la liste contre les blocages, c'est une liste qui a été demandée par l'Union Pirate. Donc, c'est des gens de gauche qui ont mené une liste un peu fantoche pour dire, tiens, on est contre les blocages et récupérer des voix de ceux qui en ont marre. Mais il n'y a eu aucune opposition à Rennes 2. L'opposition à l'Union Pirate à Rennes 2, c'est la gauche encore plus extrême. Donc, je suis pas sûr que ça aide. L'UNI est souvent cataloguée comme syndicat de droite, d'extrême droite même. Hein. Souvent, on l'entend de la part de l'Union Pirate. Est-ce qu'il y a une clarification à faire là-dessus ? Je pense qu'on est d'extrême droite parce qu'on ne pense pas comme eux. Quand on voit que certains à la France Insoumise pensent que François Ruffin est d'extrême droite, voire de droite, certains l'ont dit, bon, j'ai des petits doutes sur les capacités de François Ruffin à s'intégrer à droite. Donc oui, c'est une question de curseur finalement. Oui, je pense que leur curseur est très biaisé, mais... on n'est pas d'extrême droite, évidemment, ni facho, ni nazi, certains essayeront, mais c'est en vain. Et nous, on a été fondé après mai 68, justement, après les événements, par on est issu du gaullisme. C'est plusieurs mouvements étudiants gaullistes qui ont formé l'UNI. Donc, l'UNI, elle défend les valeurs du gaullisme et de la droite au sein de l'université. Il y en a bien besoin quand on voit l'hégémonie de la gauche aujourd'hui. Avec, on a le sentiment, quand je vous entends parler, que finalement, on a dans cette université de Rennes 2 une forme de reproduction de ce qui se passe dans la vie politique en grand, si vous me permettez le terme. C'est pas forcément très rassurant. C'est pas rassurant du tout. D'ailleurs, certains étudiants de droite qui sont à Rennes 2 ne vont pas en cours, ils étudient à distance. Donc déjà, je considère que quand on fait le choix de ne pas aller à son université pour étudier à distance, c'est que c'est problématique.
c'est que l'université ne remplit pas son rôle. L'université, on lui a jamais demandé d'être neutre. Pour le coup, il y a toujours eu du débat, des idées, chacun défendait ses idées. Maintenant, l'université, elle a toujours eu un problème. Et quand on regarde ce qui s'est passé à Lyon avec Fabrice Balanche à Lyon de Lumière... il faut rappeler, c'est ce professeur qui a été sorti finalement de son cours. Oui, il a été sorti de son cours par des antifas, justement, parce qu'il a proposé un point de vue qui était le sien, et qu'en face, comme il ne pensait pas pareil, plutôt que de débattre, c'était plus rapide et plus efficace pour des âmes un peu simples de le sortir du cours directement. Des Fabrice Balanche, à Rennes 2, je pense qu'il y en a beaucoup, des gens qui pensent différemment. Sur Rennes 2, c'est un très bon établissement, il y a de très bons cours, de très bons professeurs, simplement beaucoup déjà ne disent pas ce qu'ils pensent, parce qu'à Rennes 2 c'est dangereux, s'ils ne pensent pas comme la majorité, qui est donc par le dogme qui est décrit par l'Union Pirate, qui a rédigé sa petite charte, et si on ne la respecte pas, on est sorti du cours, ou alors on vous interdit l'accès au bâtiment et on fait un petit blocage parce que c'est la tradition. C'est quand même inquiétant parce que finalement, ce n'est plus un lieu de débat. On a le sentiment dans la vie politique de tous les jours, le débat est difficile. On le comprend, y compris par exemple à l'Assemblée nationale, mais dans l'université, vous parliez tout à l'heure du lieu de débat, elle n'est plus lieu de débat, l'université aujourd'hui. Elle est de moins en moins le lieu de débat. Enfin, à Rennes 1, encore une fois, ça va. À Rennes 1, il y a des conditions qui le permettent. Dans une situation à Rennes 1 où on peut être de droite sans systématiquement avoir des problèmes. Et beaucoup de gens d'ailleurs de l'Uni sont à Rennes 1 par exemple, et ça pose pas de problème. Maintenant, il ne faut pas non plus trop le montrer, parce que je pense que sinon ça dérange. Mais débattre de certains sujets, ça pose pas de problème. À Rennes 2, je pense que le sujet de la droite, le sujet déjà être au PS, je pense qu'à Rennes 2, on vit du harcèlement parce qu'on a fait le choix d'être au PS et pas à la France Insoumise déjà. Donc, faut pas non plus aller jusqu'à dire qu'on est à droite parce que là, on risque beaucoup. Il y a une mainmise de la France Insoumise finalement, si je vous entends bien, sur l'université de Rennes 2 aujourd'hui. Oui, il y a complètement une mainmise de la France Insoumise. L'Union Pirate, c'est une branche locale de la France Insoumise. Enfin, c'est pas officiellement, mais officieusement, quand on regarde sur les marchés, moi, ça m'est arrivé de faire des actions avec l'Espoir Rennais, avec Thomas Rousseau pour 2026. Les gens que j'ai vus tracter pour la France Insoumise sont les mêmes que j'ai vus tracter pendant les élections étudiantes pour l'Union Pirate. Donc, il y a un lien très fort. D'ailleurs, beaucoup de coordinateurs de l'Union Pirate sont coordinateurs à la France Insoumise. C'est pas un problème en soi. Le problème, c'est que la France Insoumise, par ses députés, et je pense à Marie Mesmer qui est le parfait exemple, elle leur passe tout. Quand il y avait eu cette agression à Rennes 1, il y a eu 5 interpellations qui ont été faites sur le coup, parce que le drone a filmé. Donc 5 interpellations qui ont été faites sur le coup. Et en attendant, les 2 militants, eux étaient à l'hôpital parce qu'ils ont eu traumatisme crânien, des lésions notamment aux côtes, etc. Ils étaient à l'hôpital. Marie Mesmer a fait le choix d'aller voir les agresseurs en garde à vue pour vérifier qu'ils étaient bien traités. Je pense que c'était pas la priorité. Et je pense que j'allais pas lui demander d'aller voir nos militants. Enfin, je sais qu'en plus ils sont militants au Rassemblement National, donc ça aurait fait beaucoup pour elle. Ça aurait fait beaucoup de pluralisme d'un coup. Mais je pense que le mieux n'aurait été qu'elle n'aille pas voir cette garde à vue. Enfin. Voilà, au moins peut-être un mot pour les victimes. Oui, un mot pour les victimes. Je pense que, encore une fois, c'est que cette histoire, on en entend très peu parler. Si ça avait été la gauche, 2 personnes de gauche attaquées par 20 personnes de droite, cette histoire, elle aurait fait le tour des médias. Mais là, parce que c'est la droite qui a attaqué, bah zut. Mais non, un peu plus quand même. Je considère qu'à l'université, se faire attaquer, c'est très problématique aujourd'hui. Ça vient des directions, vous pointiez un instant la direction de l'université de Rennes 2. Là aussi, ça pose la question de la nomination des directeurs, des directrices des universités. Il y a eu le cas dans plusieurs universités en France du reste. Ça pose la question, oui. Autant à Rennes 1, donc c'est David Alice qui est président de l'université. Pour justement cette affaire d'agression avec le doyen de la fac, ils ont très bien pris en charge, ils ont tout de suite pris en charge cette affaire. Ils l'ont pris avec sérieux, donc on le salue. Mais on va reprendre Rennes 2. Rennes 2 aujourd'hui, pourquoi leur présidence elle est soumise à l'Union Pirate? C'est pas forcément que par choix, même si je pense que Vincent Gouezet, ça ne lui déplaît pas au fond. Et d'ailleurs, il a été élu pour ça. C'est parce que au conseil d'administration, donc c'est là où on élit le président de l'université,
au conseil d'administration, vous avez des représentants étudiants. À Rennes 2, les représentants étudiants, c'est l'Union Pirate, qui avait quasiment tous les sièges. Et depuis peu, c'est l'Union Pirate et le Point Levé. Donc, ça ne va pas changer grand-chose. Il n'y aura pas d'espoir de changement, finalement. Non, peut-être une radicalisation supplémentaire. Peut-être le seul changement qu'on peut... Enfin, pas espérer, mais qu'on pourra voir. Donc, au conseil d'administration, aujourd'hui à Rennes 2, pour qu'un président soit élu, il a forcément besoin des voix des syndicats étudiants, sinon c'est trop compliqué d'obtenir une majorité. Mmh. Donc, il fait un petit peu de clientélisme, et pour être élu, oui, il est obligé d'être très gentil avec eux. Nous, on a été très surpris au bout, je crois, du 5e blocage à Rennes 2 de l'année. Je vous dis ça, on est tout début juin, les cours se sont arrêtés fin avril, début mai à Rennes 2. Mmh. Donc, on va dire en 4 mois, il y a eu presque 5 blocages. Et au bout du 5e blocage, Vincent Gouezès s'est dit tiens, je vais appeler la police pour les déloger. Parce qu'il faut savoir que la police a besoin de l'appel de l'accord de la présidence pour intervenir. Voilà, elle ne peut pas intervenir systématiquement. Voilà. Et donc, pour les déloger, Vincent Gouezès finalement dit on va appeler la police. Mais au bout du 5e blocage, parce que ces gens qui luttent contre les coupes budgétaires décident de faire 300 000, 100 000, 50 000 euros de dégâts à chaque blocage. Mais après, l'université est en faillite, donc il faut faire très attention aux dépenses. Alors justement, j'allais vous poser la question des finances, parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui des finances, des économies à faire au niveau de l'État. L'université n'y échappe pas, et aujourd'hui, elle a des difficultés. L'université française, effectivement, j'allais vous poser la question, comment comprendre finalement des blocages qui engendrent des coûts de remise en état, etc., pour défendre finalement un budget pour l'université? C'est assez incompréhensible justement parce que y a des instances nationales pour en parler. Il y a le CNESER notamment, qui est le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il y a actuellement les élections d'ailleurs pour le CNESER. Donc appel aux grands électeurs, votez déjà, n'oubliez pas. Le CNESER, je crois que c'est 6 sièges qui sont réservés au sein de ce conseil où siège le ministère de l'enseignement supérieur. C'est 6 sièges qui sont réservés aux organisations étudiantes. Il y a, je pense, cette instance où on peut discuter, une organisation étudiante représentative, comme l'UNI, comme l'Union Pirate, comme l'UNEF, la FAGE, ils peuvent aussi discuter. Mmh. Ils sont représentatifs justement parce qu'ils ont un siège au CNESER, donc on considère qu'ils sont représentés au national, donc ils ont des contacts favorisés avec le monde politique et avec le ministère. Il y a moyen d'agir autrement que systématiquement bloquer sa fac et la casser. Je prends l'exemple de Rennes 2, on a eu des photos où ils ont arraché les sièges des amphithéâtres. En quoi ça va aider pour dire... je pense pas que notre ministre de l'Enseignement supérieur s'est dit il manque des sièges à amphithéâtre 4 de Rennes 2, je vais remettre du budget. S'il en met déjà pas, c'est pas ça qui va changer quelque chose. On a le sentiment d'un durcissement politique en France. Là, je sors un petit peu du domaine de l'université, mais on le voit, les débats, quand ils existent, sont très rudes, très rugueux parfois. On le voit là aussi entre deux positions d'échiquier politique. On va prendre les filles, le Rassemblement national. On a le sentiment que les partis politiques aujourd'hui, j'allais pas se dire raisonnables, en tout cas les partis politiques historiques, n'ont plus la main, comme l'on dit. Est-ce que c'est inquiétant, cette radicalisation, justement, là aussi, au-delà de la vie étudiante et au-delà de l'université? Finalement, on a une sorte d'effet miroir. Personnellement, il y a une radicalisation qui m'inquiète un peu plus que l'autre. Je pense que la montée croissante de la France insoumise, elle est plus inquiétante que la montée du Rassemblement national, à mes yeux. Je ne suis pas au Rassemblement national pourtant, mais je pense que aujourd'hui, le vrai danger, c'est la France insoumise et le risque qu'elle accède au pouvoir est grand. Maintenant, je pense qu'on s'en rend de plus en plus compte et aujourd'hui, je pense qu'ils sont de moins en moins nombreux, les gens qui aimeraient voir Jean-Luc Mélenchon au pouvoir ou autre. Donc oui, c'est entre deux extrêmes et au milieu, il y a Emmanuel Macron qui a tenté d'exister, qui a réussi et puis qui n'a rien fait. C'est-à-dire qu'il avait la possibilité de montrer que aucune des deux extrêmes ne pouvait être une solution, et il a réussi à démontrer tout l'inverse, en ratant tout, finalement. Je vois pas trop ce qu'il a réussi à faire quand il promettait de faire baisser les extrêmes, quand lui-même les a fait augmenter, et que lui-même n'était pas sûr en 2022 d'être réélu. En 2022, il y a eu
un grand débat parce que Marine Le Pen pouvait être élue à sa place. Et lui, son objectif était de ne pas le faire, il a tout échoué. Après, je prends des partis, moi je suis chez les Républicains, donc je vais pas taper sur mon parti, mais aujourd'hui, il faut aussi... on a un nouveau président qui est Bruno Retailleau, j'ai fait campagne aussi pour lui et je suis très fier qu'il soit élu, mais aujourd'hui, si on veut avancer, il faut aussi voir la réalité en face. Quand de 2017 à 2022, Emmanuel Macron avait la majorité absolue, nous on avait quand même 120 députés, on a souvent été une forme de béquille à les suivre. Et ça a été une erreur. Aujourd'hui, je salue le fait qu'on ait envie de reprendre cette forme d'indépendance et de redevenir cette droite républicaine, comme on s'appelle à l'Assemblée nationale maintenant, qui est capable de prendre une ligne claire et de ne plus suivre. Aujourd'hui, on voit ce que fait le macronisme. Je ne suis pas sûr que l'alliance avec le centre nous soit très utile. Avec un retour, on le sent un petit peu quand même à des valeurs de droite. On l'a entendu avec Bruno Retailleau, vous le signaliez à l'instant. Que reste-t-il du gaullisme à droite? J'avais envie de vous poser la question, là aussi, elle est vaste ce matin. On n'aura peut-être pas toutes les réponses, mais que reste-t-il du gaullisme? En particulier pour les jeunes générations comme la vôtre. Je le dis pour nos auditeurs, vous n'avez pas encore 19 ans, donc c'est un engagement précoce. Comment vous engagez, vous, la jeune génération, derrière les idées du gaullisme et qu'est-ce que ça signifie pour vous? Aujourd'hui, le gaullisme, il manque un petit peu de représentation. Si on regarde, on va être généreux, on va compter Édouard Philippe dans la droite, il va être content, mais enfin, Horizon n'a rien de gaulliste, c'est un macronisme déguisé qui essaye de préparer l'après, mais qui n'y arrivera pas. Ça, c'est voué à l'échec. Les Français, ils veulent une rupture, donc la rupture, on la fait pas avec celui qui a été Premier ministre. Ça ne fonctionnera pas comme ça. Les Républicains sont à mes yeux gaullistes. Je pense que Bruno Retailleau est gaulliste. On l'a vu. Après, certains chez les Républicains ne revendiquent pas forcément cet héritage gaulliste. Et je pense que la force des Républicains, elle doit être aussi d'être capable de réunir même ceux qui aujourd'hui ne se revendiquent pas 100% gaullistes. Maintenant, quand on regarde ce qui se fait à côté, je suis pas sûr que l'UDR soit gaulliste. Elle a repris un parti gaulliste. Mais comme je ne saurais plus citer quelle personnalité politique a repris le nom du RPR pour en faire un parti, déjà on n'en entend plus parler et c'est sûrement pas un gaulliste qui l'a fait. Donc je suis pas sûr que le Rassemblement national non plus soit gaulliste. Enfin, le gaullisme a un petit peu une crise de représentativité nationalement et j'espère que Bruno Retailleau va faire changer ça. Alors on a cette phrase d'André Malraux qui disait tout le monde a été, est et sera gaulliste. On en est là aujourd'hui? Oui, on en est là, mais quand on regarde, beaucoup se refusent vraiment le gaullisme. C'est-à-dire que même à gauche, pourtant le gaullisme de gauche existe. Il a existé, cette phrase me fait sourire forcément, et aujourd'hui, dire du bien du gaullisme à gauche, même sans parler de la France insoumise, c'est pas possible. Même au Parti socialiste, on va voir qui est élu, c'est Nicolas Maillard-Rossignol ou Olivier Faure. Si c'est Olivier Faure, en tout cas, rien ne changera. Il continuera d'être une béquille sans grand intérêt, qui essaieront de lutter pour leur survie, mais ils vont sombrer. Si personne n'arrête d'être les béquilles, ils vont sombrer. À un moment donné, la béquille va aider à monter le parti qui est la France insoumise, et puis la France insoumise va les lâcher parce qu'ils n'auront plus d'intérêt. Justement, on le voit, le Parti socialiste a été éprouvé lors des différentes dernières élections. On voit une recomposition à droite, donc justement chez LR, qui n'était pas forcément évidente au départ, parce que LR a beaucoup souffert aussi. La jeune génération qui arrive, la vôtre justement, elle a des velléités de changer des choses dans le parti, dans les Républicains? Déjà, la jeune génération, c'est l'avenir. Je pense que aujourd'hui, l'avenir, il n'est pas dans ceux qui ont dirigé le parti depuis quelques années déjà, parce que après Nicolas Sarkozy, qui a donc fondé les Républicains et qui l'a présidé, il n'y a pas eu de grandes personnes. Il y a eu Laurent Wauquiez qui a fait un passage, mais ça s'est pas soldé par une grande victoire et on aurait pu penser à mieux. Puis il y a eu l'épisode de Ciotti également, qui a été assez déplorable pour les Républicains. C'était extrêmement déplorable, la manière dont il l'a fait, c'est extrêmement déplorable même pour lui, de ne pas avoir été capable d'admettre ses propres convictions. C'est-à-dire qu'il pensait comme le Rassemblement national, mais il n'a pas été capable de le dire, il n'a pas été capable de rejoindre le Rassemblement national. Il a fallu qu'il prenne en otage un parti entier qui
Je ne sais pas. Je pense que c'est un cruel manque de courage de ne pas avoir été capable de franchir le pas. Maintenant, il l'a fait avec l'UDR. L'UDR est voué à disparaître. L'UDR va se dissoudre dans le Rassemblement national, et on le voit. Je vais prendre une élection très simple. En Isère, il y a Anna Mansouri, qui est une ancienne des Républicains, qui a été élue. Alors c'est sûr, sous l'étiquette Les Républicains, elle n'aurait jamais été élue. L'électorat n'était pas là. Elle a été élue peu de temps après la fondation de l'UDR. Est-ce qu'il y avait des militants UDR en Isère? Est-ce qu'il y avait des électeurs UDR en Isère? Absolument pas. Elle a été élue uniquement grâce au RN et au travail du RN. Sans le RN, l'UDR n'est rien. Justement, comment LR aujourd'hui peut exister face au RN? On entend souvent des appels du pied de différents responsables politiques, justement de Rassemblement national, qui appellent à une réunion, en tout cas une union des droites, c'est le terme employé. Est-ce qu'on peut imaginer demain LR aller vers le RN, où il y a là aussi une barrière infranchissable? Non, mais moi je pense que l'union des droites, c'est une erreur déjà quand on regarde l'union de la gauche. L'union de la gauche, elle éclate. Personne ne pense pareil. Ils s'élisent juste parce qu'officiellement ils sont tous à gauche, mais tous différemment. Donc ça ne fonctionne pas et ça s'éclate. L'union de la droite, ça va faire la même chose. Le LR ne pense pas comme le RN sur beaucoup de sujets. Sur pas mal de sujets, il y a des connivences, forcément. Sur beaucoup de sujets, il n'y en a pas. Donc ce qui va se faire que, oui, il pourrait y avoir une majorité union de la droite si LR et le RN s'allient, mais cette majorité, elle n'aurait aucun sens et aucun intérêt. Sur beaucoup de sujets, elle serait divisée. Donc, diviser une majorité, ça n'a aucun intérêt. Autant porter ses convictions jusqu'au bout et arrêter des accords d'appareil qui n'ont pas de... Des accords d'appareil qui sont vides de convictions. C'est-à-dire qu'on aura rangé toutes nos convictions juste pour dire on s'allie par plaisir. Alors il y a une demande aussi des Français, une demande d'alternance. On l'entend, les Français veulent s'exprimer. Le président de la République leur donnera peut-être l'occasion avec un référendum. Ce qui va faire qu'on va beaucoup voter dans les mois qui viennent, si on prend ce cas de figure. Est-ce que justement là aujourd'hui il y a une opportunité pour LR de pouvoir peut-être aller vers l'alternance, l'après-macronisme finalement? Oui, il y a une opportunité. Je vais même prendre l'exemple de Rennes. Rennes, aujourd'hui, on fait la campagne. Rennes, on reçoit de très bons retours sur cette campagne, alors qu'on présente une campagne à droite. Rennes, c'est à gauche depuis 77, je crois. Donc, il y a un désir de changement, et donc ce désir de changement, il est national. Je suis pas sûr qu'Édouard Philippe l'incarnera, beaucoup le voient déjà au second tour. J'ai beaucoup de mal à me l'imaginer, parce que je pense que les Français, ils ont réellement besoin de rupture, et la rupture, ils vont pas la trouver, comme je disais, dans celui qui a été Premier ministre, et dans celui qui a été un des premiers traîtres du LR pour être l'un des premiers soutiens d'Emmanuel Macron. Donc l'avenir, je pense que oui, les Républicains ont une grande part à jouer. Aujourd'hui, on se refonde. On l'a vu avec l'arrivée de Bruno Retailleau, Jean comme Othman Nasrou, François-Xavier Bellamy qui aujourd'hui forment cet exécutif, et Laurent Wauquiez qui aura aussi évidemment sa place à jouer. Donc je pense que LR a un grand coup à jouer, mais sans les primaires. Ça fait depuis 2017 qu'on se divise sur des primaires. On a vu le résultat en 2022, on a fait une primaire. Pendant tout le temps de la primaire, plusieurs pans du parti se sont affrontés, se sont divisés. Bilan, quand on a élu Valérie Pécresse, elle n'a pas été capable, et ce n'est pas que de sa faute, je pense, c'est que le parti n'a pas été uni derrière elle, parce que chaque branche du parti a fait campagne contre une autre. Et donc, bilan, on a fait 4,75 parce que derrière, il n'y a pas eu un parti uni derrière un candidat. Il ne faut pas refaire cette erreur, il faut arriver uni, il faut arriver tout un parti entier qui porte ses convictions derrière un candidat. Voilà, pas de division finalement. On peut imaginer, allez, ça sera ma toute dernière question, il nous reste 15 secondes. On peut imaginer Bruno Retailleau demain franchir le pas? Je pense que Bruno Retailleau peut franchir le pas. En tout cas, il le prouve qu'il en a les capacités. Et quand il est le ministre préféré des Français aujourd'hui, ça a une valeur. Et c'est là-dessus que l'on va conclure. Marc Gledel, responsable de la section du syndicat étudiant uni de Rennes. On a parlé de la vie étudiante, mais plus largement de la politique ce matin. C'est pas votre toute première radio, mais voilà, ça s'est très bien passé. Merci beaucoup. Très belle journée. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.